nous étions sur le débat sur la Centrafrique où l'ONU reconnaît son incapacité après des combats à Alindao, Magloire Teko. Alors quand on écoute clairement, on se dit que les contingents des missions des Nations Unies sur le continent qui sont composés essentiellement d'étrangers au conflit dans des pays où ils sont envoyés n'ont finalement pas grand-chose à foutre de ce conflit-là. C'est clair, c'est clair. Et c'est en cela que moi, je me dis que au-delà de la responsabilité, n'est-ce pas, des Nations Unies, qui est véritablement engagée dans le conflit centrafricain, je me dis que c'est aussi également ou du moins l'irresponsabilité de l'Union africaine. Parce que j'estime que dans les hautes sphères de la gouvernance mondiale, il faut savoir s'imposer, il faut savoir se faire respecter. Et à ce jour, l'Union africaine ne prouve pas véritablement qu'elle est une institution panafricaine et suffisamment assise pour faire face au conflit qui oppose des nations africaines véritablement, parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, même les Nations Unies ont reconnu leur incapacité à faire face à la situation centrafricaine. Mais ils se sont rendus compte que devant, il n'y a que de l'air, il n'y a rien du tout. C'est pour cela qu'ils sont là et ils sèment la zizanie qu'il faut pouvoir récupérer à l'arrivée de la situation, parce qu'on parle de diamants, on parle d'or. Et en analysant tout ça, je me dis, c'est le moment à jamais d'encourager l'Union africaine à opérer les réformes entamées depuis quelque temps, depuis sous la présidence du président rwandais Paul Kagame. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à ce jour, financièrement, l'Union africaine ne pèse pas lourd. On estime à plus de 50% l'autonomie financière de cette organisation qui vient de l'extérieur, ce qui fait que véritablement, face à ses partenaires, l'Union africaine n'a pas le poids. Et c'est pour cela que Paul Kagame a opéré, ou du moins a émis l'idée que chaque pays membre de l'Union africaine participe à 0,2% de financement pour, à ce qui concerne le commerce, et tout. Et je crois que c'est une très bonne chose et ça permettra à l'Union africaine, c'est vrai que ça ne va pas être aujourd'hui ni demain, mais peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans après, l'Union africaine deviendra cette institution panafricaine-là qui puisse rivaliser d'ardeur avec les autres puissances. Parce que quand vous n'êtes pas lourd financièrement, c'est que vous êtes facilement dominable. Et c'est ce qui se voit sur le terrain. Donc j'estime que l'échec est déjà constaté, ne serait-ce que sur le cas centrafricain, mais ce n'est pas encore la fin. On peut toutefois rebondir pour mieux faire, si et seulement si l'Union africaine se remettait en cause pour dire oui, j'ai la situation en main, je peux changer les dons, nous avons les moyens pour le faire et il revient à nous et à nous seulement de le faire. C'est une question de volonté en réalité. Je pense que c'est une question de volonté. Au fait, si les Nations Unies veulent ramener la paix en Centrafrique, c'est bien possible. Tout ce déploiement qu'ils ont fait, ils auraient pu investir plutôt dans les moyens pour recruter, encadrer, former correctement l'armée centrafricaine pour qu'elle prenne le contrôle de l'ensemble du pays. C'est bien possible. Mais ils ont laissé cette question de côté et ils se font protecteurs. Pendant ce temps, c'est qu'ils laissent les marges suffisantes qui leur profitent énormément. Lorsqu'il y a eu génocide au Rwanda, c'était le même schéma pratiquement. Et même les forces d'interposition avaient facilité le massacre d'une ethnie par une autre. En réalité, les pays, les puissances qui rapidement vont vers l'interposition ou bien vers la restauration de la paix à travers les contingents, ainsi de suite, c'est des intérêts poursuivis. L'Union africaine a un rôle à jouer. Elle peut faire des propositions concrètes pour le retour de la paix en Centrafrique. Comme je l'ai dit, en proposant, disons, le renforcement de l'armée centrafricaine, en surveillant l'armement, les flux d'armement vers la Centrafrique. Il faut que les pays autour de la Centrafrique cessent de servir de base arrière aux belligérants, au groupe belligérant. Et vraiment surveiller à ce que les armes ne parviennent plus à ces groupes.
les affrontements pourront durer encore un temps, mais ils finiront par s'essouffler tous parce que, par manque d'approvisionnement en armement, ils finiront par arrêter la guerre. C'est fondamental de la part de l'Union africaine si elle veut vraiment prendre en main la situation. En réalité, il y a certains pays de l'Union africaine qui sont aussi complices parce qu'il y a toujours des promesses, des intérêts cachés derrière tous ces mouvements. Au fait, ce n'est pas par des avions officiels que les armements arrivent en Centrafrique. C'est toujours par les pays limitrophes et les groupes belgérants viennent s'approvisionner allègrement. Donc il y a une complicité dans l'entretien de cette situation en Centrafrique et si l'Union africaine veut, elle peut arrêter ce désordre. Justement, avant que Thierry ne prenne la parole, j'évoquais tout à l'heure la responsabilité, sinon l'irresponsabilité de l'Union africaine dans la situation centrafricaine. Et je voudrais faire ce rapprochement avec la CEDEAO. Revenons chez nous. Vous voyez, la CEDEAO, quoi qu'on dit dans les organisations sous-régionales, a un poids véritablement dans la gestion plus active. Et ça voudra dire que on se dit, quelle que soit la situation, on va essayer en l'interne de nous entendre d'abord. Si ça nous dépasse, on fera appel à l'Union africaine. C'est pour cela que je dis, au-delà de tout ce qui se passe, l'Union africaine doit savoir que le conflit, c'est sur le territoire africain. Et si ça dégénère, vous n'êtes pas en savoir que les peuples africains, c'est des peuples frères. Ce n'est que les frontières qui les séparent. Donc, quand la Centrafrique prend feu, c'est que c'est le Tchad, c'est que c'est le Niger, et le Burkina, ça vient au Togo, et ainsi de suite. Donc, je me dis, partant de ce schéma-là, l'Union africaine doit se sentir plus interpellée pour faire asseoir véritablement sa notoriété. Alors, Thierry Afanouko, il faut quand même faire un constat. Dans la plupart des pays où l'ONU est intervenue avec ses missions, la paix n'est pas véritablement arrivée. Oui, parce qu'on peut les multiplier, le Mali, le Congo, la Centrafrique aujourd'hui, on peut les citer comme cela. Oui, je crois qu'on l'a si bien dit dans nos différentes interventions. Vous savez, ces missions-là sont déployées beaucoup plus pour sécuriser les commerces de nos minerais ou faciliter le commerce des armes. En réalité, c'est ça. Même si on essaye de voiler cela, ça sert beaucoup plus à ces genres de pratiques, je dirais, illicites, que de protéger la population. Parce que cette mission-là est déployée, la MINUSCA est déployée en Centrafrique maintenant, ça fait plusieurs mois. Et la crise continue. Les gens continuent par s'entretuer. Et cette mission-là, elle est présente. Et c'est à des coûts de milliards que la mission est entretenue. Mais du moment où le pourquoi la mission a été déployée, l'objectif n'est pas atteint, je crois qu'il revient à l'ONU de revoir la résolution qui a institué la création de la MINUSCA, histoire de renforcer son intervention sur le terrain. La solution aujourd'hui, comme on l'a dit un peu plus haut, c'est de renforcer la capacité mobile de l'armée centrafricaine. Il faudrait donner plein pouvoir à parce que la zone où ces affrontements ont été commis a eu lieu, malheureusement, il n'y avait pas l'armée centrafricaine. Donc, c'est la MINUSCA qui était déployée dans cette zone-là. Et vous avez vu le carnage, tout ce que ça a entraîné. Donc, il est temps. Et puis, le président, il n'hésite plus en réalité. Il n'a pas d'autorité. Vous voyez, est-ce que le président peut exister sans force armée? C'est ça aussi. Oui, donc je crois que il doit s'atteler. Il doit s'atteler à ce que son armée puisse véritablement exister. Déjà, il faut qu'il fasse pression pour que l'embargo soit levé. Voilà, pour que on puisse avoir une véritable arme et puis peut-être aller à comment on dit ça, à cette histoire de désarmement et démobilisation pour que ces personnes-là, ces individus qui, je dirais, se sont prêtés à ce jeu de grain facile parce que avec les armes, ils rentrent dans les maisons,
ils terrorisent les gens, ils pillent les biens des populations, tout ça là, qu'on puisse véritablement les occuper et qu'ils se sentent en sécurité. Mais le problème, ça semble plus être peut-être les chefs de ces groupes-là qui ont beaucoup d'intérêt. Mais on les connaît, il faut aller aux sanctions. Il faut aller aux sanctions. C'est là où l'Union africaine, on ne la comprend pas. Donc, il faut aller aux sanctions. Même l'ONU, on peut aller rapidement aux sanctions ciblées de ces seigneurs de guerre-là. Je crois que c'est de cette façon-là qu'on a écarté Jotodia, si je ne me trompe pas. Pourquoi on ne le fait pas pour les autres? Parce que le crime profite à la communauté internationale. Exactement. Ce diamant qu'on exploite en Centrafrique, il n'est pas travaillé en Centrafrique. C'est dans les officines occidentales, américaines, asiatiques, qu'on retrouve le diamant centrafricain. Ce diamant de sang. Diamant de sang, ça rappelle la campagne de Valéry Giscard d'Estaing en France. On va changer de sujet, on passe maintenant vers le Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba va prochainement quitter l'hôpital de Riyad où il est soigné depuis un mois à la suite d'un malaise pour se rendre en convalescence au Maroc. Le président gabonais, 59 ans, vivra à Rabat certainement la semaine prochaine pour viendra à Rabat certainement la semaine prochaine pour une période de convalescence et de rééducation, a indiqué vendredi une source dans l'entourage du président. Il se rendra dans un établissement hospitalier de la capitale marocaine pour une période de convalescence et de rééducation. Les médecins estiment qu'il est transportable, même pour un long trajet. Il respire normalement, il communique de façon cohérente. Les progrès sont notables, a affirmé cette source. Magloire Teko qui dit d'abord que un président d'un pays africain soit malade, se fasse soigner à Riyad, en Arabie Saoudite, et à convalescence à Rabat, notre pays africain qui a su développer ses structures sanitaires. Est-ce que ce n'est pas une honte? Véritablement. Et je ne dirais pas que je suis heureux, mais les situations conjoncturelles ont fait que ce soit le chef de l'État lui-même qui soit victime de cette situation. Il me semble que ça... Je lui souhaite vivement prompt rétablissement pour que demain il puisse savoir véritablement que quand on est président, on développe les infrastructures sur le plan national pour que, y compris moi et mes parents et mes concitoyens, tous puissent se sentir à l'aise dans leur pays. Et donc aujourd'hui, c'est un échec pour le chef de l'État gabonais qui, c'est vrai qu'il n'a pas souhaité tomber malade, mais il s'est fait qu'aujourd'hui, il ne pourra pas se faire soigner au Gabon. Et c'est un aveu d'échec, véritablement. Mais au-delà de tout, je me dis, oui, au même moment, ça prouve que véritablement, on est certes en Afrique, mais il y a des États qui travaillent. Le Maroc, par exemple, le Maroc dispose aujourd'hui des infrastructures sanitaires et médicales qui puissent accueillir, ou du moins de haut standing, qui puissent traiter un chef d'État. Je crois que le salut revient véritablement au royaume marocain. C'est pour cela que j'ai dit, au-delà de tout, c'est une question de mentalité pour dire qu'au Maroc, par exemple, c'est le royaume. Il n'y a pas d'alternance en tant que tel. Mais connaissant leur régime, ils travaillent pour. Et aujourd'hui, les faits sont là pour témoigner. Mais je dis, au-delà de cet aspect, tout l'imbroglio qu'il y a autour de la maladie du chef de l'État gabonais, je dis, ça ne fait pas bien aux États africains en réalité. Parce que c'est nous, c'est les populations qui ont élu leur chef d'État. Au départ, on nous avait dit que le président souffre d'une fatigue sévère. Quelqu'un qui souffre d'une fatigue sévère, on parle aujourd'hui de rééducation, il n'y a pas de cohérence là-dedans. Pourquoi on cache... Je crois que la communication autour de son bulletin médical a évolué en tout temps. Oui, mais pourquoi on tente de cacher la vérité au peuple gabonais? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je dis, le président, c'est un être humain, comme tout le monde peut tomber malade. Dites au peuple ce qui arrive au chef de l'État. Tout le monde va se mettre en synergie d'action pour prier pour sa guérison. Le président, c'est un être humain, c'est vrai, mais c'est une institution. Et on sait que dans certains pays, quand vous dites que le président a mal à la tête, vous voyez la bourse qui dégringole. Oui, mais donc, ça n'a pas empêché, par exemple, au Bénin tout récemment, le président Talon, il s'est fait opérer. Oui, mais il a dit
C'est vraiment une prostate. De toutes les façons, il a dit qu'il ne va pas bien et il s'est fait soigner. Ça, c'est clair, c'est la moindre des choses. Hein? Personne, je dis même les opposants gabonais ne seront pas contents qu'on dise que oui, le président gabonais est frappé par un AVC. Alors, ça va être inhumain. Donc moi, je dis, en Afrique, on maintient tout, un flou autour de la santé des chefs d'État et ce n'est pas trop bien. Par moment, ça joue même contre le régime en place. C'est le cas du Gabon actuellement. Alors, Thierry, quand les médecins d'Ali Bongo disent qu'il est transportable, même sur un long trajet, il respire normalement, il communique de façon cohérente, ça veut dire, on s'imagine qu'il a dû traverser une période très dure de maladie. Oui, vous avez... ça s'explique par rapport au flou qui a entouré la communication concernant son état de santé. Il a fallu que des rumeurs circulent dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Arrivé à un moment, la présidence a été obligée de communiquer sur l'état de santé du président. Même ce qu'on nous dit aujourd'hui, je veux bien douter de tout cela, parce qu'on essaie d'habiller la communication, parce qu'aujourd'hui, il y a une opposition qui est en train de monter dans le pays pour qu'on puisse trouver un successeur digne de ce nom à Ali Bongo. Je veux revenir sur le cas des hôpitaux ou des infrastructures sanitaires dans nos pays africains. Je regrette que Ali Bongo est passé par là également, parce que bien avant lui, son père s'est retrouvé dans les mêmes circonstances. On ne peut pas comprendre un seul instant que ce pays-là qui regorge du pétrole, du bois et d'autres richesses, on ne peut pas doter ce pays-là des infrastructures dignes de ce nom. Je ne comprends pas, Et ça fait mal au cœur quand nos dirigeants se comportent de la sorte. Maintenant, il a choisi aller se reposer à Rabat. Ça, c'est chez son ami. Oui, voilà, c'est ce à quoi. Voilà, c'est ce à quoi donc, il se sent peut-être en sécurité là-bas. Et peut-être aussi, tout ça là, c'est du théâtre, pour dire que le chef de l'État, il se porte bien, pour essayer de dissiper ces mauvais esprits-là qui pensent qu'il ne pourrait pas revenir du jour au lendemain et reprendre les commandes du pays. Aujourd'hui, on ne peut que souhaiter une prompte guérison à Ali Bongo, et on voit aussi qu'il y a comment on dit ça, des messes qui sont dites en son nom, et on a vu le boucan que les Congolais ont fait autour de cela, et ça doit interpeller Ali Bongo et les autres chefs d'État africains qui s'accrochent au pouvoir. Vous savez, il y a une vie après le pouvoir. Donc ces chefs d'État-là doivent faire en sorte que leur population puisse les aimer. Constant Lémo, le cas d'Ali Bongo qui va se reposer à Riyad. Oui, à Rabat plutôt. Je pense que cette information est un soulagement pour l'ensemble du peuple gabonais et tous ceux qui aiment le Gabon. Nous savons que les informations circulaient dans tous les sens. Beaucoup étaient prêts à organiser les obsèques du président Ali Bongo. Et même nous avons vu les vidéos où certains Gabonais, je ne sais animés par quel esprit machiavélique, s'opposaient même à ce que prière soit dite pour le rétablissement de Bongo. Autrement dit, les gens ont perdu carrément le bon sens et ils collaborent beaucoup plus facilement avec le diable. En réalité, cette question de santé des premiers responsables de nos États nous interpelle tous. Aujourd'hui, pour ne pas aller trop loin de nous, on pouvait poser la question au Premier ministre togolais, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, si jamais vous êtes malade, où est-ce qu'on peut vous soigner? Voilà. On peut leur poser cette question pour qu'ils nous disent si vraiment nous avons des infrastructures dans notre pays qui puissent accueillir de tels cas de maladies.
Parce que ça peut arriver à tout le monde. Et à tout moment. Avant Ali Bongo, beaucoup de Gabonais ont succombé suite à de pareils malaises. Parce que Ali Bongo est président, on a pu l'envoyer dans les plus grands hôpitaux du monde pour être récupéré. Mais est-ce que les autres Gabonais n'ont pas le droit de vivre, de se remettre de ce type de malaise? Ça interpelle tous les citoyens de tous les pays. Heureusement, je me dis heureusement, dans notre pays, il y a déjà de ces projets de construction des hôpitaux de haut niveau. Vivement que ces projets se réalisent le plus rapidement possible, que les équipements conséquents soient mis en place pour que vraiment la question de santé dans notre pays puisse connaître un mieux aller. C'est très important. La maladie de Ali Bongo nous a fait comprendre qu'il y a une certaine fébrilité autour de l'organisation de l'appareil de l'État. Et ce n'est pas propre au Gabon, mais c'est dans tous les pays. Les institutions ne sont pas fortes, de sorte que quand souvent le pouvoir est incarné par celui qui est au pouvoir, de sorte que quand il n'est plus ou quand il se trouve dans une incapacité, même momentanée, de tenir les rênes du pouvoir, ça vacille et les velléités font rapidement surface. Voilà, je peux comprendre pourquoi ce mystère autour de la santé de Ali Bongo, dans la mesure où si jamais on déclarait son état de santé réel, voilà, n'importe qui peut tenter n'importe quoi et ça peut provoquer vraiment une instabilité dans le pays. Même dans la tradition africaine, on ne dit jamais que le roi est malade. On ne dit jamais que le roi est malade. On s'assure de tout autour du pouvoir royal avant d'annoncer si le roi est vraiment décédé. Et là, il y a déjà un successeur. Toutes les dispositions sont déjà prises. Voilà comment je comprends à peu près la situation au Gabon relativement à la santé de Ali Bongo. Et encore une fois, vraiment, c'est un route de soulagement pour l'ensemble du peuple gabonais, sous réserve que ça ne soit pas un jeu autour de sa santé. Oui, je pense véritablement que M. Lemou a bien fait de soulever cet aspect-là. Nos institutions en Afrique sont souvent axé sur une seule personne, le chef de l'État. On a une hyper présidentialisation. Absolument, et c'est plus abondant chez nous quand on voit les ministres dans leur discours sur l'instruction personnelle du chef de l'État. Voyez-vous, ça dit véritablement ce que nous faisons de l'institution qu'est la présidente de la République. Et ce qui a fait que aujourd'hui, on a vu toutes les stratégies qu'on a mises en place à Libreville là-bas pour pouvoir assurer, n'est-ce pas, la continuité de l'État. Alors que, par exemple, au Nigeria, on sait que le président Buhari n'est pas aussi en forme que ça. Mais quand il lui arrive de se faire soigner à l'étranger, le vice-président est là, et il a su véritablement. On a vu plusieurs cérémonies ou sommets à Lomé ici, où le président Buhari a été représenté par son vice-président. Et les Nigérians le savent-ils. Et donc je crois que c'est un peu un problème au niveau des États francophones, où on essaie de phagocyter tout sur le chef de l'État, ce qui fait que même, il ne sait même pas par moment de quoi on parle, mais tout le monde dit oui sur instruction ferme du chef de l'État. Mais ça doit s'arrêter par moment. Mais le deuxième aspect que je voudrais soulever, c'est que quand on voit un peu le transfèrement du président Bongo de Riyad à Rabat, il me semble que les gens sont toujours dans la dynamique de ne pas trop communiquer sur l'état de santé du chef de l'État, parce que le Maroc, c'est un royaume tout comme l'Arabie Saoudite. Et on a vu comment les gens ont peiné pour avoir la petite information depuis le début de cette histoire. Et quand on sait que le président Mohamed VI, le roi et Mohamed VI et Ali Bongo, c'est presque des frères. Ils ont grandi ensemble, ils ont fait des études ensemble, parce qu'entre le roi Mohamed V, les feux Mohamed V et Omar Bongo Odiba, c'était presque des frères. Et donc, ils ont développé cette relation-là, et ça a rejailli sur leur progéniture. Aujourd'hui, que ce soit à Rabat ou à Libreville, le président Ali Bongo se sent beaucoup plus en famille, beaucoup plus à la maison. Et quand on arrive à mettre la main
mise sur la communication autour de sa santé à Ria, c'est que ça continue forcément à Rabat. D'accord. On va marquer la pause, la grande, et puis on va revenir après pour évoquer la République démocratique du Congo.